je vous présente notre invitée. Neila Kuhlmann est postdoctorante à l'Université McGill et chercheuse associée au Centre de recherche sur le potentiel humain. Titulaire d'un doctorat en neurosciences de l'Université de la Colombie-Britannique, où elle a étudié les changements neuronaux liés à la maladie de Parkinson. Elle a ensuite orienté ses recherches vers l'exploration de la manière dont les arts vivants peuvent servir de lien entre la recherche scientifique et l'expérience vécue des conditions neurodégénératives. Elle a dirigé le projet de mobilisation des connaissances Peace of Mind, dans lequel des neuroscientifiques, des artistes et des personnes touchées par la maladie de Parkinson ou la démence ont co-créé deux spectacles interdisciplinaires afin de susciter un dialogue avec un public varié. Ces recherches actuelles explorent comment les expériences corporelles et ressenties peuvent être partagées à travers les arts et les technologies immersives. Docteur Kuhlmann, je vous cède la parole. OK, donc merci encore une fois. Et je vais commencer juste de manière générale, ma recherche, la question clé pour moi, c'est comment est-ce qu'on peut faciliter la communication à travers nos différences. Et donc, je pense surtout aux différences issues de notre expérience vécue. Quand on ne partage pas la même expérience vécue avec une autre personne, comment est-ce qu'on trouve de manière de communiquer notre expérience et bien sûr aussi les connaissances qui viennent de nos expériences vécues. Je pense dans plusieurs contextes, entre autres avec la maladie de Parkinson, ça peut être très difficile de communiquer et de faire comprendre une expérience à travers les mots. Pourtant, la communication est importante dans plusieurs contextes et des différents contextes vont amener des différentes barrières et des particularités à la communication. Donc, on peut, par exemple, penser à la communication avec nos proches, avec la famille et les amis. Qu'est-ce qu'on veut communiquer et de quelle manière? Avec les médecins, les neurologues, si on a la maladie de Parkinson, qu'est-ce qui est important à communiquer à un médecin et encore une fois, dans quelle manière? Avec la communauté scientifique, donc ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une communication, c'est moi qui communique ma recherche avec vous, mais est-ce qu'il y a aussi des opportunités de communiquer l'expérience vécue de la maladie de Parkinson aux chercheurs pour qu'ils puissent peut-être prioriser quelques questions de recherche ou bien juste avoir accès aux connaissances issues du vécu de la maladie? Et dernièrement, au grand public. Donc, je pense aussi à la sensibilisation d'un grand public envers la maladie de Parkinson. Comment est-ce qu'on peut adresser la stigmatisation de la maladie et changer le regard social sur la maladie de Parkinson? Donc, dans tous ces contextes, ma recherche porte vraiment sur est-ce qu'on peut ouvrir d'autres portes ou d'autres avenues de communication à travers les arts et les technologies. Donc, est-ce qu'on peut défaire un peu ce nœud de communication en offrant d'autres avenues ou d'autres modes? Bien sûr que les arts ne peuvent pas communiquer la même chose que les mots, mais c'est justement l'intérêt. Est-ce qu'il y a un plus que les arts et les technologies peuvent apporter pour faciliter la communication et la compréhension de la maladie? Je vais vous parler des projets concrets sur les arts et les technologies, mais de façon générale, je parle vraiment des arts vivants, c'est ça ma spécialité, et aussi des publics, pardon, des spectacles pour des grands publics ou des expériences artistiques qui visent un grand public, ainsi que des inventions ou des innovations technologiques. Je vais faire un petit recul en arrière dans ma vie. Je vous apporte dans ma vingtaine, début vingtaine, où j'ai commencé mes études en arts et sciences, mais plutôt sciences. Donc, j'ai vraiment, au début, j'ai étudié à University of Saskatchewan en biologie et psychologie. Et ensuite, j'ai fait mon doctorat en neurosciences sur la maladie de Parkinson. Mais en même temps, je faisais beaucoup de danse aussi. Donc, j'étais vraiment passionnée par la danse.
tout le long de mes études, c'était aussi important pour moi que la science et que ma recherche scientifique. Parce que, entre autres, je pense que la danse m'a apporté une autre compréhension du mouvement, de la relation à l'espace, de l'expression, de la créativité. C'était pour moi aussi un moyen de faire la recherche à travers mon corps. Donc, c'est devenu assez importante pour moi, cette identité en danse et en art vivant en même temps que ma recherche scientifique. Mais comme j'ai dit, j'ai poursuivi un doctorat en neurosciences et j'ai étudié la maladie de Parkinson, mais j'étais vraiment pendant 6 ans au fond du trou du lapin en train d'étudier un problème très spécifique lié à la maladie de Parkinson. Et ceci était la communication neuronale. Comment est-ce que la communication entre les neurones change en fait, c'était un modèle de souris, un modèle génétique de la maladie de Parkinson. Donc, j'étais déjà dans la communication, mais à un niveau vraiment microscopique. Et en sortant de mon doctorat, j'avais ma thèse, ma dissertation que j'ai écrite. J'avais aussi des articles avec des diagrammes très complexes. Et je pense qu'il y a peut-être une douzaine de personnes qui ont lu ma thèse. Puis je pense peut-être il y a une centaine d'académiques, de chercheurs qui comprennent ce diagramme. Mais j'étais laissée avec cette question, comment est-ce que je rends accessible ma recherche et mes connaissances au public? Mais aussi l'inverse, comment est-ce qu'on peut faire le pont entre la communauté, les personnes vivant avec la maladie, mais aussi la communauté au sens large, et le monde académique, scientifique. Donc, à ce moment, à la fin de mon doctorat, j'ai fait une petite convergence entre mes deux identités pour justement explorer ce mélange de art et de science. Et j'ai choisi cette photo aujourd'hui parce que ça marque le début d'une collaboration dont est né Peace of Mind. Donc, j'ai fait un appel à Montréal aux artistes, aux chercheurs, aux scientifiques qui étaient intéressés par cet échange de art et sciences. Et entre autres, il y avait Alex, qui est photographe et qui a fait une série de portraits de scientifiques avec leur sujet de recherche. Donc, en fait, le même image de neurone se trouve ici sur mon visage. Mais c'était vraiment le début de cette exploration pour moi. Comment est-ce qu'on peut faire le pont entre l'expérience vécue et les recherches scientifiques à travers les arts? Donc, ceci a mené au projet Peace of Minds. Le projet avait comme objectif, premièrement, de faciliter l'échange de connaissances et l'empathie entre les neuroscientifiques, les artistes, les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, ainsi que des proches, à travers la collaboration créative. Et cette collaboration a ensuite donné à la co-création d'une performance, d'un spectacle, basé sur les connaissances scientifiques et l'expérience vécue pour engager un grand public. Et donc, ce spectacle était intersectoriel, c'est-à-dire que plusieurs communautés sont venues ensemble pour créer le spectacle et interdisciplinaire. Donc, on avait aussi dans le spectacle des différentes disciplines artistiques, incluant le cirque, la danse, la musique et le théâtre. Et en fait, comme Dora l'a nommé au début, c'était un projet en parallèle. J'ai fait un projet sur la démence et la maladie d'Alzheimer. Donc, ça s'est déroulé en parallèle, deux projets. Mais la démarche était similaire dans les deux. Premièrement, ça c'était en 2020, donc au tout début de la pandémie. J'ai réuni une équipe de neuroscientifiques, artistes et membres de la communauté. On voulait se retrouver dans la même salle, mais ensuite, on a dû faire sur Zoom à cause de la pandémie. Mais on s'est réunis à chaque 2 semaines pour commencer le projet. Et au tout début, j'ai fait juste réunir les artistes et les neuroscientifiques pour créer des courtes vidéos qui explorent ou qui communiquent une question scientifique liée à la maladie de Parkinson à travers la danse, le cirque, le théâtre, la musique. Donc, c'était vraiment pour donner un petit
amuse-bouche d'une question scientifique, puis de prendre ces vidéos et les partager avec les autres participants au projet. Puis comme j'ai dit, on s'est réunis toutes les 2 semaines sur Zoom. L'image est floue par exprès, juste pour garder les identités anonymes. Mais on était une vingtaine de personnes à chaque fois. Puis à chaque rencontre, on a commencé toujours en mouvement et en improvisation. Donc c'était vraiment de sortir de la parole pour se connaître à travers le mouvement, à travers la créativité en groupe. Et on s'inspirait souvent des vidéos art science pour le faire. Et ensuite, pour la deuxième moitié de chaque session, on parlait, on discutait des questions du vécu ou de la recherche scientifique qu'on voulait aborder et qu'est-ce qui serait important de communiquer à un grand public. Puis comment est-ce que les arts vivants qu'on avait à notre disposition pourraient aider à cette communication. On est ensuite passé au studio. Donc ici, on est dans un studio de danse avec les interprètes, donc l'équipe artistique du projet. En même temps, on restait en contact avec les participants sur Zoom parce qu'on avait des participants déjà qui ne pouvaient pas être avec nous à cause de la pandémie dans la salle, mais aussi des personnes en Espagne, en France. Donc, c'était un projet qui était global. Et donc, on voulait garder cet échange constant pendant qu'on créait le spectacle. Parce qu'il y avait beaucoup de collaborations virtuelles qui ont mené déjà, qui ont donné les pistes de ce qu'on allait faire dans le spectacle. Et dernièrement, on a filmé, ça c'était en 2021, on a filmé le spectacle comme on ne pouvait pas le présenter au public live. On a donc fait des projections virtuelles. On a mis le spectacle, les 2 spectacles en ligne sur YouTube. Et on a fait des projections avec une discussion après sur Zoom. Et aussi, on a fait des matériaux supplémentaires que je vais vous partager tantôt. Puis pour moi, il y avait la question de recherche, était vraiment de comprendre l'impact de ce projet. Premièrement, sur les participants qui ont participé au processus de Peace of Mind. Donc ça, j'ai fait avec des entrevues avec une partie des participants. Puis avec le public, j'ai fait des questionnaires et j'ai regardé l'engagement en ligne, à quel point est-ce que la vidéo était vue, etc., pour voir l'impact sur le public. Mais avant de continuer, j'aimerais bien partager un petit trailer, donc une petite vidéo du spectacle Peace of Mind Parkinson. Et je la commence. Et s'il y a un problème, je vais regarder dans le chat s'il y a un problème. Donc voilà.
Je vais passer un peu rapidement à travers les différents produits de Peace of Mind, juste pour dire c'est une œuvre qui vit encore. On est en train de réimaginer des parties. On essaie de faire des ateliers, des produits plus artistiques, mais aussi académiques. Donc, je vais passer à travers rapidement. Premièrement, on a la version filmée. Comme vous avez vu dans la vidéo, Anne McIsaac est la vedette du spectacle. Donc, elle vit avec la maladie de Parkinson et euh, elle nous a fait l'honneur de participer comme interprète sur scène pour la première fois de sa vie. Donc, c'était vraiment un gros cadeau. On a, comme j'ai dit, les matériaux supplémentaires. Donc, sur notre canal YouTube, vous trouveriez des vidéos. C'est un mélange de français et anglais parce que c'est des témoignages des participants, mais ça souligne des différents aspects du projet. On a fait beaucoup de communication avec les médias, donc des entrevues, entre autres, des podcasts, des balados. Mais aussi, je suis très fière de cette émission de découverte qui était sur un aspect de notre projet. Donc, c'était sur une collaboration virtuelle qui est sortie de Peace of Mind et qui a récemment aussi mené à un concert. On l'a nommé Musical Diaries ou le journal de bord musical. Donc, encore une fois avec Anne. On a aussi, comme vous avez vu, on a eu la chance en 2022 de présenter le spectacle live à Cœur des Sciences à UQAM. Et plus récemment, l'année dernière, on était en Atlanta pour revisiter, pour refaire le spectacle. En fait, chaque fois qu'on fait le spectacle de la version filmée à UQAM, à Atlanta, on a changé quelques scènes ou on a révisé quelques éléments à partir des retours qu'on a eus du public. Puis du côté scientifique, je partage, on a des articles que j'ai écrits sur l'aspect recherche, ainsi que des articles qui sont plus sur la musique participative, comment est-ce qu'on a utilisé, c'était quoi notre processus de création et les activités qui pourraient être reprises dans d'autres contextes aussi. Donc ça, c'est plus des actifs de guide pour autres projets similaires. Puis on a été aux conférences, donc ça c'était à une conférence ici à Montréal pour présenter des extraits du spectacle et avoir une discussion en table ronde. J'étais aussi en Barcelone pour le World Parkinson Congress et j'ai rencontré quelques participants au projet qui étaient en Espagne pour Peace of Mind. Et à chaque fois qu'on a une présentation du spectacle, on a aussi une table ronde après. Donc, il y a vraiment cet échange avec le public qui est très important. Et ça se peut aussi que vous m'avez vu, que vous avez participé au atelier interactif qu'on a fait moi et Louise Campbell et Rebecca Barnstaple, donc mes collaboratrices au colloque de Parkinson Québec. Donc, quel était l'impact sur les participants, premièrement? Je ne vais pas passer à travers toute la recherche, toutes les entrevues que j'ai faites, mais je voulais souligner dans les mots des participants quelques éléments clés au processus. Donc, premièrement, j'adore cette citation. On ne s'est pas enfargé dans les fleurs du tapis, dans le sens que, ah, toi, tu es un danseur, ou toi, tu es jongleuse, ou toi, tu es funambule. Je pense qu'on ne s'est pas jugé par le titre qu'on avait chacun. Donc ça, on l'a entendu souvent dans les entrevues qu'il y avait vraiment un sentiment de groupe. Et sur l'écran, des fois, on oubliait qui était qui. On regardait pas, en fait. C'était vraiment un sentiment d'être partie d'un collectif qui s'est installé à travers ces échanges sur l'écran. Deuxièmement, on est capable de voir les autres personnes dans leur mouvement sans qu'elles aient à nous dire exactement ce qu'elles font, ce qu'elles ressentent, etc. Je pense qu'au début, cela facilite d'une part la communication avec les autres. Donc, encore une fois, c'était l'idée de se rencontrer au-delà ou en dehors des mots. Et dernièrement, ce travail a aussi quelque part une vertu thérapeutique parce que
Parce qu'on ne nous laisse pas souvent la parole et surtout pas pour exprimer la manière positive, manière positive. En général, tu n'exprimes pas les mots de pied ou de genoux que tu as dans la rigolade ou pour danser. Ça a permis d'extérioriser la maladie de manière positive, de manière résiliente et volontaire. Donc, bien que on n'a pas utilisé la danse dans un sens thérapeutique dans ce projet, c'était plus pour la communication. Il y avait des effets pour quelques participants qui étaient thérapeutiques dans ce sens. Et je pense aussi que justement, les arts de cirque et de danse ont apporté une autre vue sur la maladie. Les artistes ont posé des questions différentes que on vous pose aux neurologues ou aux médecins parce qu'il y avait une autre optique de créer quelque chose à travers ou sur la maladie de Parkinson. Donc, justement, pour résumer, il y avait plein de différentes perspectives et de connaissances, mais une vision commune. On a fait connaissance en dehors des mots en premier, donc vraiment à travers le mouvement. Et le Parkinson était au noyau du langage chorégraphique. Donc, comme on faisait un spectacle sur le Parkinson, mais les interprètes, la majorité, c'était des danseurs, des artistes de cirque, comment est-ce qu'on crée ce spectacle qui touche justement sur les effets de la maladie sur le corps sans qu'on rentre dans l'imitation? Et on s'est vraiment axé aussi sur l'invisible de la maladie, le ressenti et l'intérieur de la maladie, mais aussi avec ce, justement, de créer à partir de la maladie de Parkinson. Les impacts sur le public, donc premièrement, on a eu une bonne vue sur YouTube et ça continue, c'est gratuitement sur YouTube, donc je vous encourage de regarder le spectacle filmé si vous avez envie. J'ai fait un questionnaire qui était assez long avec des questions comme celle-ci, mais aussi des questions ouvertes. Et je vous donne juste un petit extrait pour dire que de manière générale, les personnes ont fortement apprécié ou étaient d'accord qu'ils appréciaient le spectacle, que c'était d'une bonne qualité artistique, que ça leur a touché ou interpellé sur le plan émotionnel. Sur le plan intellectuel et toutes les questions qui touchaient à la recherche scientifique, comment est-ce qu'on a communiqué la recherche, là, c'était un peu plus mélangé. Et ça, pour cette raison, on a révisé quelques-unes des scènes où on communique la recherche scientifique et ouais, les connaissances scientifiques sur la maladie. Puis dans les paroles des spectateurs, une personne a dit, ce spectacle m'a fait prendre conscience de l'importance pour les chercheurs, les médecins et la communauté d'aller au-delà de la maladie de Parkinson et d'apprendre à soutenir les patients atteints de cette maladie de manière holistique. Donc, pour moi, ça résume vraiment un des objectifs principaux de ce projet. Quelqu'un d'autre a dit, ça m'a pas mal passé. J'ai trouvé ce spectacle empreint d'une grande sensibilité, d'une grande empathie envers les personnes atteintes de cette maladie. Et le troisième, j'aime beaucoup cette citation, la scène des muffins, je m'y suis retrouvée, parce que justement, cette scène dont parle ce spectateur a été soulevée plusieurs fois comme étant une scène où les gens se retrouvaient. Entre autres, il y avait plusieurs scènes où j'ai entendu après que, ah oui, là, je me reconnais, ou là, c'est vraiment ça la maladie de Parkinson. Puis c'est justement à cause de toute la participation des personnes atteintes du Parkinson qui ont informé ce projet. Et je voulais juste dire aussi, au-delà des questionnaires, je pense que pour moi, les moments les plus importants, c'était justement l'échange avec le public. Donc ici, on est à Cœur des sciences et je réagis à quelque chose de très touchant, un témoignage que quelqu'un a fait. Et voici Jérémy Robert, qui est le directeur artistique, puis les interprètes. Et à chaque fois qu'on présente soit une conférence, soit dans un festival ou dans des ateliers, on a des retours très différents et très touchants. Puis aussi, dans la communauté neuroscientifique, ça apporte un regard très différent sur la maladie que les chercheurs qui sont en laboratoire, ils oublient des fois qu'il y a quelqu'un derrière cette maladie et derrière leur recherche.
Donc, je vais passer à mon projet actuel pour les derniers 10-15 minutes avec cette image de Anne McIsaac, une illustration qu'elle a faite et qu'elle reprend aussi dans le spectacle. Donc, à un moment donné dans Peace of Mind, elle demande aux spectateurs de s'asseoir inconfortablement, comme s'ils étaient Anne, et elle guide ce mouvement. Et il y a plusieurs moments aussi dans le spectacle, il y a une scène où Anne met les interprètes dans sa position, de manière ludique. Donc, c'est de passer à travers ces symptômes d'une manière ludique pour mettre les interprètes dans sa situation ou à sa place. Donc, pour moi, ça a justement soulevé la question, comment est-ce qu'on se met à la place d'une autre personne? Et puis, quels aspects de nos expériences corporelles et ressenties ne peuvent ni être transmis par les mots, ni sur scène, ni dans la mise en scène? Donc, qu'est-ce qui manquait dans le spectacle Peace of Mind? On peut voir une représentation de la maladie de Parkinson ou on peut entendre un témoignage, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas comprendre sans vraiment se mettre à la place? Et donc, est-ce qu'il y a d'autres manières de le faire? Et pour ça, je me demande, est-ce que les technologies peuvent servir comme une approche plus immersive et sensorielle? Je vais décortiquer ça un peu, mais je donne un autre exemple du spectacle. Donc, on a la scène qu'on a vue dans la vidéo aussi, où les médecins prennent le bras de Anne. Et c'est une scène assez absurde, mais les médecins sont en train d'essayer de sentir la rigidité dans son bras. Donc, est-ce que s'ils pouvaient vraiment le sentir dans leur propre bras, est-ce que ça peut leur apporter une information importante avec leur patient? Est-ce qu'un médecin peut mieux comprendre sa situation en le sentant dans son propre corps? Ou est-ce que ça apporte l'empathie? Donc, même si c'est pas une information importante, est-ce que ça peut au moins, c'est important, l'empathie envers et la compréhension envers l'autre, soit dans un contexte clinique, mais aussi entre les proches ou les amis, etc. Puis je reprends aussi les artistes de cirque dans cette question, parce que on voit, par exemple, Heidi qui est suspendue par ses cheveux dans le spectacle et les artistes de cirque se mettent en position que la majorité d'entre nous n'ont jamais vécu. Et justement, ils ont un rapport au mouvement et au corps et à l'espace qui est très différent et qui est aussi difficile à expliquer ou à exprimer. Donc, même si ce sont des expériences très différentes, la maladie de Parkinson et le cirque, ils se rejoignent dans cette question de qu'est-ce qu'on ne peut pas exprimer ou faire comprendre à une autre personne et quelle est notre relation à notre corps et au mouvement. Et j'ai trouvé cet échange très riche dans Peace of Mind. Donc, je voulais le continuer par la suite avec ce nouveau projet. Donc, ça fait exactement 1 an aujourd'hui, par coïncidence, que j'ai lancé ce projet. On a eu une projection du film de Peace of Mind, suivi par un atelier pour aborder cette question. Et par la suite, on a fait une série d'ateliers exploratifs entre artistes de cirque, personnes spécialisées en technologie, personnes avec la maladie de Parkinson et proches pour à chaque fois utiliser une technologie pour aborder une question. Puis je vais rentrer dans les exemples dans 1 minute. Ensuite, depuis septembre, on est dans une phase de co-création. Donc, comme dans Peace of Mind, on veut créer quelque chose qu'on peut montrer au public. Mais cette fois, on veut que le public rentre plus dans la situation, dans les chaussures d'une personne qui a la maladie de Parkinson, de manière plus immersive. Donc ici, on vise à créer des petites vignettes ou je le nomme aussi des sites de réflexion sur une question importante, quelque chose, une expérience importante qu'on veut communiquer. L'artiste de cirque invite la curiosité, donc l'artiste de cirque va présenter quelque chose à travers leur corps pour aborder la question. Puis on passe au point de vue de la maladie de Parkinson pour ensuite essayer aussi de faire le lien avec le vécu
du public? Comment est-ce que ces expériences rejoignent tout le monde d'un sens? Comment est-ce qu'on peut créer des ponts entre nos expériences vécues? On vise à faire une présentation publique en mai. Donc, ça, c'est notre objectif et on a 3 petites vignettes qu'on vise à travailler dans les prochains mois et je vais vous en parler de chacune. Donc, la première, la technologie dont on se sert, c'est le body swap. Donc, c'est en réalité virtuelle. Je vais mettre la vidéo pendant que j'explique. Donc, on a 2 personnes qui portent tous les 2 un casque en réalité virtuelle. Donc, le casque va changer leur champ visuel. Et il y a une caméra sur celui-ci qui prend le mouvement, la vue des mains ici, et l'inverse. Il y a une caméra ici qui va prendre la vue de Lily, une participante. En fait, ça, c'était à Barcelone avec les participants de Peace of Mind. Et ce qu'on voit ici, c'est que Arnaud va avoir la vue de Lily. Donc, il voit les mains de Lily comme si c'était les siens et l'inverse. Et puis, on a aussi ces facilitateurs qui viennent toucher les mains ou qui viennent toucher la jambe pour vraiment créer cette illusion qu'on est dans le corps de l'autre. Donc, en synchronisant nos mouvements, et on a la vue de l'autre personne, on peut le voir aussi ici dans les vidéos. Donc, ça, c'est les mains de Lily que Arnaud va voir. On synchronise le mouvement et on crée cette illusion d'être dans le corps de l'autre personne. Puis comme ça, on peut faire une activité ensemble tout en étant vraiment à l'écoute de l'autre personne parce qu'on doit synchroniser le mouvement pour garder cette illusion. À quoi ça sert dans le contexte de ce projet? Pour moi, on peut aborder la question de comment est-ce que les actions quotidiennes changent avec la maladie de Parkinson. Donc, quelles actions dans notre quotidien est-ce que la majorité, les personnes qui n'ont pas la maladie prennent pour acquis, mais qui devient plus difficile et qui prend plus d'efforts avec la maladie de Parkinson à cause d'un défi de mouvement. Donc, on peut penser aussi au rapport avec les objets communs. Quand moi, je regarde une bouteille d'eau, comment est-ce que c'est différent que quand une personne qui a la maladie regarde une bouteille d'eau ou des lacets ou des boutons? Donc, on vise à créer une activité qui va justement apporter une attention et un regard, une écoute sur les actions du quotidien et comment c'est changé dans la maladie de Parkinson pour mieux pouvoir accompagner une personne qui a la maladie, pour pas prendre pour acquis qu'une action est facile ou pour comprendre aussi la charge mentale que ça peut prendre pendant une journée. La deuxième technologie, c'est la biomusique. Donc, en fait, c'est un capteur qu'on met sur le doigt qui va prendre des signaux physiologiques. Donc, on va prendre le battement du cœur, la température, la sueur sur la peau, et on va le transmettre en son, donc en musique. Et ce n'est pas, on va pas transmettre tout changement physiologique. C'est vraiment les changements, les variations qui sont liées aux états mentaux, aux états d'attention ou de stress qu'on va ensuite entendre dans la musique. Donc, par exemple, je peux avoir une musique pour un état calme et une autre musique pour un état en stress ou un état où je suis vraiment attentif à quelque chose. Et on peut aussi jouer, ça ne doit pas forcément être la musique, on peut mettre des paroles là-dessus. Donc, on peut avoir cet échange entre l'état interne de la personne et ce qu'on entend à l'extérieur. Puis, c'était développé par Stephanie Blaine-Marais, ma directrice de thèse, dans le contexte de faciliter une connexion et une communication avec des personnes en situation, par exemple, en coma ou en situation non verbale. Comment est-ce qu'on peut continuer à avoir une connexion, une relation avec des personnes dans ces contextes? Mais ici, je prends cette technologie dans notre contexte pour explorer une autre question, qui est comment est-ce que le corps peut-il devenir trompeur, surtout en face de l'autre? Donc ici, on parle non seulement des expériences de stress,
Mais de manière générale, comment est-ce que la maladie de Parkinson change notre langage du corps et ce qu'on communique à une autre personne? Comment est-ce que peut-être un tremblement, ça communique quelque chose qui est faux à une autre personne? Ils ont un jugement, une mauvaise compréhension là-dessus. Ou comment est-ce que les changements dans l'expression faciale vont changer la communication? Et justement, c'est sorti de plusieurs discussions qu'on a eues sur le regard social. Qu'est-ce que c'est d'être en communication avec quelqu'un qui a une mécompréhension ou qui juge? Je pense aussi au balado de Parkinson Québec, quand quelqu'un a partagé une situation avec un tremblement et que ça a été mal compris, que c'était qu'elle prenait des drogues. Donc, il y a plein de stigmatisation ou de jugement et comment est-ce qu'on peut venir chercher cette question de ce que le corps communique à une autre personne. Puis la raison pour laquelle je trouve la biomusique intéressante pour ça, c'est que les signaux physiologiques, notre état physiologique, c'est quelque chose hors de notre contrôle. Donc, si on le rend en musique, ça communique quelque chose qui est un peu hors de notre contrôle et on peut aborder la question de cette manière. La dernière chose, c'est une technologie haptique. Donc, ça veut dire que celle-ci, c'est une technologie portable qu'on met sur le bras et c'est une technologie qui existe déjà, qui a été créée par Click Labs. Et en fait, ce bracelet, il simule le tremblement du Parkinson. Donc, on peut enregistrer l'activité musculaire d'un individu avec la maladie de Parkinson et recréer le tremblement sur une autre personne en stimulant les muscles. Donc, l'intérêt de cette technologie, c'est justement, par exemple, si on fait des formations avec des étudiants en médecine, c'est pour leur faire comprendre qu'est-ce qui seraient les défis avec le tremblement. Ça peut donc être un outil à l'empathie ou peut-être à mieux comprendre justement les situations avec un tremblement. Par contre, j'ai trouvé, on a utilisé cet appareil dans un atelier et ça m'a rendue assez mal à l'aise parce que dans le contexte de mon atelier, ça diminue la maladie à un symptôme. Et ce que je ne veux pas faire dans ce projet, c'est justement créer euh, une mauvaise compréhension de la maladie ou une pitié ou encore un désinconfort qui va pas susciter l'empathie. Donc, je pense que cette technologie a une fonction très littérale, mais pour mon projet, je veux explorer des manières plus artistiques, plus poétiques d'explorer cette question du perte de contrôle. Donc, ça peut être un tremblement, ça peut être rester bloqué ou la surprise du corps, le déséquilibre. Mais de manière générale, comment peut-on faire comprendre le ressenti d'une perte de contrôle? Si on ne sait pas ce que c'est de perdre contrôle sur son mouvement, qu'est-ce qui peut nous aider à comprendre cela? Et pour ça, je pense que les technologies haptiques, donc des technologies qui vont enregistrer un mouvement, puis le reproduire d'une manière ou une autre sur le corps d'une autre personne, peut nous aider à explorer cette question. Et je suis contente d'en parler plus. On a plusieurs idées, mais je veux juste rester un peu sur la surface pour l'instant, puis par la suite, je peux creuser un peu les idées. Donc, avec cela, je voulais terminer juste en revenant sur cette image et vous inviter, vous demander de partager aussi, si vous voulez, vos retours et vos besoins de communication dans ces différents contextes. Qu'est-ce que vous voulez communiquer? De quelle manière? Comment est-ce que vous voyez des outils artistiques et technologiques comme potentiels pour communiquer les expériences autour de la maladie de Parkinson dans le but de faciliter une compréhension et une empathie envers l'expérience vécue? Et surtout, je reprends ces trois questions. Comment est-ce que les actions quotidiennes changent avec la maladie de Parkinson? Comment le corps peut-il devenir trompeur, surtout en face de l'autre? Et comment peut-on faire comprendre le ressenti d'une perte de contrôle?
Puis s'il y a d'autres questions qui sont très importantes à aborder, je vous invite fortement, chaleureusement à m'en faire part. Vous pouvez me contacter par courriel. Ici, j'ai mis un QR code pour un petit un sondage où un formulaire où vous pouvez m'écrire des retours et aussi vous joindre à ma recherche parce que je cherche des participants pour ce projet pour mieux informer les résultats du projet. Donc, je pense que ça sera aussi partagé dans le chat. Et avec cela, j'aimerais vous remercier pour votre écoute. Je remercie aussi toute l'équipe de Peace of Mind et de mon projet actuel et mes collaborateurs qui ont vraiment nourri cette recherche. Et vous pouvez trouver aussi les spectacles filmés sur le canal de YouTube. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Naila, pour cette magnifique conférence qui nous a introduit dans un monde des fois inconnu. Le monde de l'art, que c'est une façon d'exprimer de façon positive le vécu de la maladie de Parkinson, que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. De nous faire voyager avec l'imagination pour faire connaître autres aspects de la maladie qui souvent passent inaperçus. J'étais impressionnée pour tes ambitions de recherche, notamment avec la technologie haptique. Et je suis curieuse de savoir si avec cette technologie, on peut transmettre plus que les troubles moteurs, ce qu'on peut transmettre, par exemple, la douleur, que souvent on ne la voit pas, mais qu'elle existe et qu'elle nous prend. C'est une très bonne question. Je pense que oui. Oui, donc je pense, bah, c'est difficile à dire parce que la douleur, c'est aussi, il y a des éléments psychologiques. Donc c'est difficile de reproduire la douleur juste par l'aptique ou par le sensoriel. Mais oui, je pense d'une manière concrète, il y a des éléments de la douleur qu'on pourrait recréer. Là où j'ai un malaise, peut-être, c'est les questions éthiques. À quel point est-ce que on peut mettre la douleur sur une autre personne? En fait, ça rejoint une technologie qui existe pour les crampes menstruelles. Donc, il y avait, je pense que ça passe sur YouTube, par Facebook, il y a cette expérience de faire vivre aux hommes les crampes menstruelles et c'est aussi une technologie qui va venir stimuler les muscles et les nerfs. Donc, c'est possible. C'est juste, encore une fois, je me pose des fois des questions, dans quel contexte est-ce que c'est utile? Si c'est vraiment pour identifier l'endroit de la douleur, la localiser, je pense que ça peut être très utile pour faire ce transfert d'informations sensorielles. Sur la question d'empathie, je ne suis moins sûre parce que j'ai peur que si on fait mal aux personnes, ben, ils ont la pitié, ils ont une réaction négative, mais est-ce que ça apporte vraiment une empathie ou une présence ou une connexion avec l'autre? Là, je suis moins sûre. Et je suis curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez. Oui, il C'est y une en a question. probablement plusieurs questions à explorer avec cette technologie et celle de la biomusique que tu nous as présentée aussi. C'est une façon tellement différente de se faire comprendre quand la personne n'a pas plus de mots à nous transmettre. Et je trouve que cette technologie-là que tu es en train de développer pourra aider à la compréhension justement des professionnels de la santé, des équipes de soins, de comprendre ce que la personne qui ne nous parle plus est en train de vivre. Donc, je trouve ça magnifique et je te félicite pour tes sujets de recherche. Puis, j'invite la communauté à nous poser des questions. Et sinon, on va commencer aussi avec passer à une autre question. Par exemple, comment intégrer davantage l'art dans le parcours de soins de la maladie de Parkinson? Hmm. C'est une superbe question.
J'ai un peu un rêve pour un projet. En fait, déjà, on va proposer un projet avec Parkinson Québec qu'on espère avoir le financement pour un projet d'accompagnement. Donc, ça serait de reprendre un peu ce qu'on a fait dans Peace of Mind. On a fait cet échange entre scientifiques, une personne atteinte par le Parkinson et un artiste. Dans une activité, on commençait avec l'expérience vécue, on passait à une interprétation artistique, puis on passait à comment ça fait lien avec la recherche actuelle. Et on veut reprendre ça dans un programme d'accompagnement, justement pour donner aux personnes qui vivent avec la maladie une expression artistique, à explorer un langage artistique avec l'accompagner par un artiste de la communauté, en même temps que faire un lien direct avec un scientifique. Donc, c'est d'essayer de créer cette connexion entre les trois. Donc, ça, c'est un projet que j'espère va démarrer bientôt. Après, une autre idée que j'aimerais explorer, c'est pour les technologies ou les applications qui font le symptom tracking, donc de prendre les symptômes régulièrement, justement pour pouvoir les partager avec le neurologue. Est-ce qu'il y aurait un aspect artistique à apporter? Parce que ça, c'est vraiment les données quantitatives, mais est-ce qu'on peut ajouter une couche plus émotionnelle, plus qualitative à ces applications? En passant par la musique. Ça pourrait être comme de faire le choix d'une chanson chaque journée qui vous représente dans le moment. Ou ça pourrait être de travailler avec un musicien pour créer une musique ou des différentes musiques qui correspondent à des différents états. Donc ça, c'est un peu de reprendre ce qu'on a fait avec Musical Diaries, avec le journal de bord musical. Je pense que ça serait peut-être au moins pour la personne, mais peut-être aussi pour le neurologue, important de voir en même temps vraiment l'information quantitative sur les symptômes, mais aussi cette couche plus émotionnelle, plus subjective du vécu de jour à jour de la maladie. Après, Merci. c'est dépend de mon point de vue, mais ça doit aussi correspondre aux besoins de la communauté. Donc, si je me trompe et c'est pas intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Mhm. Justement, c'est très important que la communauté touchée par la maladie fasse partie des projets de recherche et devenir le cœur même des projets. Y on aura une autre question. On serait intéressé à savoir comment le processus de co-création a-t-il contribué à renforcer l'empathie entre les chercheurs, les artistes et les personnes vivant avec la maladie. Comment est-ce que le processus... Je pense que déjà, c'est un lieu de rencontre. Ça a été un lieu de rencontre où il y avait moins de posture ou moins de hiérarchie. Donc, normalement, je pense de moins en moins, mais il y a une tendance dans la recherche quand on rentre comme sujet à la recherche qu'il y a quand même cette posture de chercheur et de personne qui vit avec la maladie. Et aussi entre artistes et scientifiques, des fois, il s'installe des dynamiques de pouvoir. Et ici, dans ce processus, on avait un but commun, on avait un objectif de créer le spectacle, mais tout le monde apportait un différent point de vue et une différente connaissance là-dessus. Donc, on était sur un champ égal parce qu'on avait tous quelque chose à apporter à l'objectif, la vision commune. Donc, je pense déjà ça, c'était vraiment important pour l'échange et la sorte d'échange qui s'est installée. Justement, on était vraiment curieux de l'expérience de l'autre, on était généreux, on était très ouvert et à l'écoute et hors un peu de notre champ, de notre zone de confort pour se retrouver en groupe. Euh, donc, c'est ça principalement. Puis, je pense aussi justement de sortir un peu des mots. C'est sûr que après, on a fait l'échange en mots et là, c'était important aussi pour comprendre la perspective ou le vécu de l'autre. Mais il y a des moments où c'était vraiment comme avec le journal de bord musical que Anne montrait
comment elle se sentait par rapport, par exemple, son énergie pendant la journée. Et puis une musicienne l'interprétait en musique. Et Anne avait dit à ce moment, comme je me sens plus compris que si je passais par les paroles. Donc ça a créé, ouais, on était vraiment à l'écoute en utilisant les approches artistiques. Puis je pense pour les neuroscientifiques, pardon, je peux en parler longtemps, juste pour dire Oui, les je sais que tu neuroscientifiques oui. qui ont participé ont dit que ça leur a apporté une différente vue sur la recherche et ça fait du bien de sortir du laboratoire pour rencontrer une personne et pour comprendre un peu de manière plus holistique à quoi sert la recherche. Oui, tout à fait. C'est comme je dis tantôt, c'est une autre façon de comprendre, de s'immerger dans le vécu des personnes atteintes de la maladie de Parkinson. Et je te remercie, Naila, pour ton webinaire et je vais partager maintenant mon écran pour communiquer, pour passer deux communiqués. Donc, oh, pardon. Donc oui, il y a un appel à la participation à des projets de recherche. Il y a la chercheuse Danielle Presta de l'Université Concordia, campus Loyola, qui cherche des personnes qui pourront s'intéresser à participer à une étude d'entraînement physique en résistance avec restriction de flux sanguin et une autre étude qui porte sur l'étude de l'entraînement physique en résistance. Donc, on cherche des personnes qui ont reçu le diagnostic depuis 2 ans. Les séances d'entraînement sont gratuites et l'étude débute en avril 2025. Donc, comme je dis tantôt, la personne à contacter, c'est Daniel Presta. Puis, vous aurez à voir sur le chat les courriels et le numéro de téléphone auquel vous pouvez la contacter. Finalement, vous informez que Parkinson Québec produit depuis juillet 2023 des rubriques scientifiques qui contiennent de l'information issue des résultats de recherche, donc des articles scientifiques publiés. Puis on essaye d'extraire des stratégies ou des façons de comment gérer certains symptômes de la maladie. Donc, elles sont maintenant accessibles sur le site web de Parkinson Québec à la section recherche. Finalement, je tiens à remercier chaleureusement notre chercheur invité, puis le public et l'équipe de Parkinson Québec qui nous soutient avec la gestion de la plateforme Zoom. Donc, je vous remercie et je vous invite à continuer à nous accompagner pendant toute cette année qu'on a de vos webinaires déjà organisés. Donc, merci encore et bonne soirée.